Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ce débrief du Grand Prix de Spa dans les Ardennes. Les amis, 13.3 est la note que vous avez donnée à ce Grand Prix de Spa. Note que je trouve assez élevée parce que moi, je me suis ennuyé, mais totalement. C'est pratiquement la première fois que je m'endors sur mon canapé. Je n'ai rien vu en tête de course. Il n'y a pas eu de bataille, il n'y a pas eu de safety car. Verstappen a fait son chemin, Perez a fait son chemin, Hamilton a fait son chemin, Leclerc a fait son chemin. Bref, rien ne s'est passé. La pluie, on nous a survendu, Julien Febvre a crié sur tous les écrans. Pluie sur la ligne des stands, pluie partout. Moi, j'ai vu des pilotes mettre des softs. Alors, sincèrement, je me suis ennuyé. En tout cas, les amis, 13.3, je trouve que c'est surévalué. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, dites-moi en commentaire quelle est votre note à vous de ce Grand Prix de Spa. Malgré l'ennui total, on a quand même trouvé 2 ou 3 choses sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour débriefer ce Grand Prix. Évidemment, je vis avec mon ami, le mec le plus fan de Mercedes, le supporter numéro 1 de Mercedes. Toujours dur, mais toujours objectif. Je ne le présente plus. Bonjour Franck. Bonjour Finger, comment ça va? Je vais bien et toi? Bah ça va très très bien. Je ne serais pas aussi dur que toi avec le Grand Prix. Le jour J, le dimanche, je trouve qu'on s'est ennuyé totalement. Moi-même, je me suis endormi sur ma chaise. Mais par contre, vendredi, samedi, conditions changeantes, piégeuses à souhait, on a eu un petit spectacle. Mais on aurait aimé que ce soit plutôt dimanche. C'est clair, c'est clair. On aurait souhaité que ce soit dimanche, on aurait voulu qu'il y ait un peu plus de spectacle. Une vraie pluie comme il y a eu le week-end, le samedi et le vendredi. Mais c'est dommage. Je comprends que tu ne restes pas sur ta faim. Moi, je le reste. Comme vous le savez, les avis divergent comme d'habitude. C'est le débat, c'est le duel, les amis. Restez avec nous après le générique. C'est parti. Finger Pilote. Alors les amis, on va commencer ce débrief avec notre formule gourmande. La formule que j'apprécie le plus, vous la connaissez tous, entrée plat dessert. Qu'est-ce qu'on a prévu en entrée les amis? Un tour d'actualité. Évidemment, Alpine. Tu occupes nos pensées. Le matin, à midi, le soir et même dans la nuit. Moi j'en rêve en tout cas. Alpine, où vas-tu? Où est-ce que la FIA veut-elle te mener? Tension également chez Mercedes. Franck va nous en parler, évidemment. Il n'y a personne d'autre qui peut faire mieux que lui. Et le plat de résistance, les amis, 3 axes. Franchement, on a divisé le plat en 3. On s'est fait un plaisir. Max peut-il être battu en 2023? McLaren et son pari perdu. Et enfin, le retour du sourire chez Ferrari, les amis. Et bien évidemment, le dessert le plus gourmand, un dessert surprise. Qu'on vous réserve, les amis, restez accrochés. Le débrief commence. Alpine, tu occupes nos pensées. Pourquoi Alpine occupe-t-il nos pensées? Pour une raison très simple, les amis. La semaine dernière, on vous annonçait le départ de Laurent Rossi et l'arrivée de Philippe Crève à la tête d'Alpine et de Bruno Famin, bien évidemment, Bruno Famin à la tête de Motorsport Academy. Et aujourd'hui, durant ce week-end, qu'est-ce qu'on nous apprend durant les essais? Ça fuite comme ça. Otmar, je vous laisse prononcer le reste, les amis, ça peut être un petit jeu. Otmar également, le directeur d'Alpine, le directeur de l'écurie, s'en va. Il est chassé, il est mis à la porte. Et à côté, Alan Perman, le directeur sportif de l'écurie, depuis un bon bout de temps, ça fait 34 ans qu'il travaille chez Renault. Il a connu Renault au temps de Benetton. Donc, il était imprégné dans l'écurie. C'est quelque part un meuble. Ce sont les meubles de l'écurie qui ont été chassés. Les amis, il faut qu'on en parle. Je trouve cela dur. Je trouve cela très dur. Otmar, il est venu là très récemment. Il avait un plan de 100 Grands Prix. Il a même parlé de la confiance que lui accordait Luca De Meo suite au départ de Laurent Rossi. Il s'est dit, enfin on va m'écouter, enfin je vais pouvoir mettre ma stratégie en place. 100 Grands Prix était le plan et bien évidemment, on n'en est même pas à 50. Otmar est chassé avec son équipe. En fait, on a chassé la tête là, on a coupé la tête et on veut reconstruire une nouvelle. Otmar qui s'en va, c'est un gros coup les amis. C'est un gros coup pour Alpine parce qu'on a toujours dit c'est la constance qui fabrique les écuries. Sans constance, si on se renouvelle tout le temps, il faut un temps d'adaptation. Est-ce que les nouvelles personnes qui viendront à la tête de l'écurie vont réussir à s'adapter?
Je ne sais pas, les amis, personne n'a la boule magique, mais a priori, Bruno Famin semble être en désaccord avec la direction de Otmar. Je vous laisse une fois de plus continuer son nom. Moi, je n'y arrive pas. Hein. Je m'y suis essayé 4 ou 5 fois avant le débrief. Clairement, je n'y arrive pas. C'est compliqué. D'un autre côté, les amis, j'ai envie de vous dire, Alpine, moi, je pense que ça s'embrouille un peu. Ils sont en pleine restructuration, mais je pense qu'il ne faut pas prendre la peur d'avoir une 6e place cette année quand on a eu la 4e place l'année dernière. C'est vrai, McLaren a fait un bond hyper important lors de cette saison. Ils sont partis de rien pour construire une voiture nouvelle. Aston Martin est venu avec une nouvelle voiture dès le début de saison et ils ont fait un grand bond en avant. Mais aujourd'hui, ils sont en train de reculer. Ils font du surplace. Toutes les écuries ont avancé. Certes, Alpine n'a pas encore avancé au niveau d'Aston Martin, mais ils ont fait des progrès. Les progrès, on les voit en piste. Alpine, sur un plan de 100 Grands Prix, il faut du temps. Il faut du temps. Et comme Otmar le dit si bien, c'est pas parce qu'on met 9 femmes enceintes qu'on a un bébé au bout d'1 mois. Les amis, c'est pas possible. Et donc, il faut le temps que les choses se mettent en place. Donc, je suis pas d'accord pour ce départ d'Otmar, qui pour moi est jugé trop tôt. Est-ce que ceux qui vont venir auront les résultats aussi rapidement? Est-ce qu'ils auront également un nouvel objectif? Un autre plus 100? Est-ce que les supporters d'Alpine vont attendre cela? Parce que si on revient, on ne va pas directement mettre sa main dans la pâte. Il faut d'abord continuer évidemment ce que Otmar a lancé. Et si l'année prochaine la voiture est bonne, est-ce que ce sera le travail du nouveau directeur, de Bruno Famin qui ne prend pas intérim, de celui qui va nommer à la tête de l'écurie Alpine? Non, moi je pense que ce sera le travail d'Otmar. Donc pour moi c'est trop tôt, c'est dur, c'est cruel, c'est méchant, mais c'est la Formule 1, on a l'habitude. En tout cas Red Bull nous a donné l'habitude. Franck, qu'en as-tu pensé? Moi, je te rejoins totalement. Je pense on peut voir aujourd'hui tout le travail qu'a fait Otmar Szafnauer du côté d'Aston Martin. Tu vois, moi, j'arrive à prononcer. Du côté d'Aston Martin, et ça paye aujourd'hui. Je pense que Alpine commet un délit d'impatience en chassant tout le monde sur la base du projet de 100 Grands Prix qui ne tiennent pas. On est dans un environnement extrêmement compétitif. Mercedes était 1 seconde devant tout le monde aujourd'hui, son 3e. Pour autant, on n'a pas vu Wolff dehors. On n'a pas vu les cadres de l'équipe se barrer, si ce n'est chez la concurrence. Mais jamais Mercedes qui les pousse dehors. Tu parlais vraiment de la constance importante en Formule 1. Il suffit de rappeler que Horner est là depuis 18 ans ou 17 ans, que Wolff est là depuis 10 ans ou 11 ans. Et ça tourne bien. Donc, très étonné du management d'Alpine. J'attends de voir celui qui revient. Pour moi, c'est un éternel recommencement auquel on va encore assister avec une réactualisation du décompte des 100 Grands Prix. Et voilà, c'est tout. Je trouve pas ce move intéressant, mais peut-être l'avenir nous fera mentir. Je te remercie, Franck. Mais j'aimerais te relancer sur un autre sujet. Moi, j'ai l'impression que les grandes écuries se forment autour d'un pilote. On a l'ère Sébastien Vettel chez Red Bull, on a l'ère aujourd'hui de Max Verstappen. Chez Mercedes, on a l'ère de Lewis Hamilton. Moi, j'ai l'impression que les écuries en général se forment autour d'un pilote pour mener un projet. Il faut un pilote qui donne une direction, qui a la voiture qu'il veut selon ses aptitudes pour pouvoir amener la voiture à la limite avec toute la confiance qu'il faut. Aujourd'hui, Alpine a fait un choix assez bizarre. Ils ont mis 2 grosses têtes, 2 têtes fortes dans la même écurie. Ocon et Gasly, 2 Français, 2 personnes aux fortes personnalités, 2 personnes qui veulent montrer qu'ils sont les meilleurs, 2 personnes qui veulent porter les couleurs de la France sur le territoire de la Formule 1. Est-ce que le fait d'avoir cette dualité ne va-t-elle pas poser un frein à Alpine? Parce que même quand ils auront la voiture, peut-être, qui est totalement on fleet pour lutter avec les voitures de devant, les top teams, est-ce que derrière, on n'aura pas un duel qui va mal se terminer? Est-ce que Alpine ne devrait pas prendre une direction monopilote? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je les rejoins quand même dans la philosophie pilote parce qu'aujourd'hui, comme tu as dit, Alpine n'est pas un top team. Alpine ne peut pas se permettre de miser juste sur un pilote ou de miser sur une voiture le dimanche.
Ils ont besoin du maximum de points. C'est le même dilemme qu'a eu McLaren. Et ils ont mis Piastri, ils ont dit à Ricardo, tu es bien gentil, mais nous on a besoin de gagner des points. Et on peut pas avoir nos risques uniquement. Donc les écuries de midfield doivent chercher à avoir la meilleure paire possible. Alpine aujourd'hui est une écurie du midfield, même si elle a les budgets d'une top team. Et donc pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Ocon et Gasly, deux pilotes extrêmement solides. Je pense pas que ce soit du côté des pilotes qu'il faut chercher la bête noire. Ça se joue dans le management, ça se joue dans les têtes, dans l'industrie. Et c'est là où il faut faire le travail. Ok, je comprends ton point de vue. On va pas épiloguer suffisamment sur ce sujet, mais les amis, en commentaire, je vous relance. Que pensez-vous du projet Alpine basé sur ces deux pilotes de midfield? Êtes-vous de mon côté où il faut baser l'écurie sur un seul pilote, un pilote meneur, une voiture qui lui convient, il va prendre tous les records? Ou vous êtes du côté de Franck qui dit écurie midfield, alors je mets deux pilotes, alors que Alpine a des ambitions d'une écurie de top team? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Où est-ce que la FIA veut-elle mener Alpine? Le deuxième sujet, les amis, le temps nous tient à la gorge, on doit accélérer. On a entendu récemment qu'Alpine accusait d'un déficit entre 22 et 33 chevaux. Donc en moyenne 30 chevaux. 30 chevaux de déficit sur les autres écuries. Encore heureux parce que Alpine aujourd'hui ne motorise aucune autre équipe de sa propre écurie. Donc elle est la seule à souffrir de ce déficit. Mais les amis, ce qu'on entend, c'est que la FIA, suivant un certain accord qui a été révélé tout récemment, que s'il y avait une disparité de plus d'1% entre les motoristes, on pourrait trouver une sorte d'accord qui remettrait une forme d'équité. Et donc, cet accord aujourd'hui tend à donner du temps du développement à Alpine pour remonter son moteur à la performance des moteurs Red Bull et Mercedes. Les amis, je suis un peu consterné. La Formule 1 pour moi, pinacle de la compétition automobile, on doit être en train on est dans une méritocratie. Excusez-moi, je cherche le mot. On est dans une méritocratie. Les motoristes doivent être primés pour leur performance. Certes, on est dans une ère de gel moteur, mais toutes les écuries ont poussé leur développement pour avoir un moteur qui tient la route. Alpine l'a fait également, on se rappelle en 2022. Ils nous ont dit, on a le moteur le plus performant de la piste, le plus performant de la grille. Il n'est juste pas fiable. Quand on va le fiabiliser, on aura un bolide. Aujourd'hui, le moteur est fiabilisé. On a un escargot. Est-ce que Alpine, quelque part, ne se met pas trop en avant, n'a pas de trop grandes annonces qui sont supérieures en réalité à leur vraie performance, à la performance réelle? Ils jouent beaucoup sur une communication de nous sommes capables de, autant les chevaux ne montent pas. Une écurie qui manque le chevaux, Franck vous l'a si bien rappelé, c'est bizarre. Je sais pas si vous avez... Mais les amis, moi je dis, on est en Formule 1. S'ils se sont trompés, tant pis, on avance. Ils vont se rattraper sur le plan du châssis, sur le plan de l'aéro. Il y a plein d'autres domaines où on peut développer la voiture et rattraper les autres. De plus, Alpine n'est pas si faible. Quand on regarde, ils sont dans les points. Ils sont dans les points aujourd'hui. Ils sont certes pas au même niveau que les équipes qui sont devant, les 5 équipes qui sont devant, mais Alpine n'est pas si faible. Ils sont pas derrière As. Ils sont pas derrière Williams. Ils sont pas derrière AlphaTauri. Ils se battent même avec Stroll. Donc, clairement, certes, le moteur n'est pas là, mais il y a moyen d'avoir de belles performances, d'avoir de bons résultats lors des week-ends de Grand Prix. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ce nivellement de performance moteur. Même si Horner, il est d'accord, et Horner, on sait très bien que monsieur a ses idées derrière la tête, il aimerait savoir où toutes les écuries se trouvent, en fait. Il veut savoir ce que Mercedes a dans le coffre, ce que Renault a dans le coffre. Il aimerait situer sa performance par rapport aux autres. C'est pour ça qu'il supporte Alpine dans ce combat-là. Franck, est-ce que tu as un avis? Non, je pense que tu as très très bien développé. Moi, je suis plutôt d'avis à suivre l'idée dans laquelle la F1 c'est une méritocratie. Et si tu as pas un bon moteur, tu as pas un bon moteur. Et Wolf a prévenu, tu peux décider de permettre à Alpine d'introduire une mise à jour qui leur permet de rattraper leur retard. Et là, en fait, les gars, ils avaient 40 chevaux qu'ils voulaient introduire. Il a introduit, boum, ils sont premiers. Et là, tous les autres récriminent contre la FIA. Qu'est-ce qui se passe là, nous aussi, on veut mettre à jour. Donc,
À trop vouloir lisser les performances, on peut introduire des disparités. Totalement. Ça peut être le revers de la médaille. Une course sans fin, Alpine, puis tout le monde remet en performance, puis Alpine, puis tout le monde revient en performance. En gros, il n'y a plus de gel moteur en fait. C'est fini. Le gel moteur est en train de voler en éclats, comme l'histoire des budget caps. En tout cas, on en reparlera. Je te relance sur la tension chez Mercedes. Parle-nous, Oui, s'il bon, te plaît. oui, je vais essayer d'être rapide, vu que, ils ont, comme d'habitude, tué l'enfant dans l'œuf. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la qualif sprint, déjà depuis le début du week-end, Russell est extrêmement en difficulté avec sa Mercedes. Et pourtant, il a fait le choix du pari de la pluie en mettant un aileron arrière chargé. Donc, on s'attendrait plutôt à ce que ce soit Hamilton. Dont la performance ne vient pas de son côté, il prend 7 dixièmes en qualification pour la course. Extrêmement frustré, déjà en interview, il vient le lendemain avec, on espère, de meilleures idées. Ça passe ric-rac la Q1 15e, ric-rac la SQ2 en 10e position. Et là, sur le dernier stint, alors qu'Hamilton fait la pole lors du premier run de qualif, et qu'il est vraiment en course pour cette pole-là, bah, on a Russell qui s'élance déjà devant lui en lui criant la politesse, bloque à l'épingle de la source, le traîne sur l'ensemble de la ligne droite qui mêle, et au moment où Hamilton veut se décaler pour le dépasser, change de trajectoire pour le bloquer. Donc, pole envolé, ça se qualifie mal. Derrière, on connaît la course avec ce qui se passe sur Perez, et on peut se dire si ça se passait bien en qualif sprint, bah, quel résultat pour Hamilton? Peut-être un top 3. Donc, tant de choses qui ne vont pas bien dans une écurie qui n'a plus la chance de briller et qui ne doit pas passer à côté de ce genre d'opportunités. Est-ce que cela, quelque part, montre une sorte de tension entre les deux pilotes? Ces deux pilotes qui semblent faire des vidéos ensemble où ils disent merci à tout le monde, on reviendra plus fort après la trêve estivale, passer de beaux congés. Bref, on a l'impression qu'ils sont dans une sorte de bromance, si on peut dire ainsi. En réalité, on a Oui, l'impression aussi que c'est c'est de la fictif. com. C'est de la com, cette histoire. On sait très bien que Russell est là pour prendre le leadership de Mercedes. Il le dit à demi-mot, mais la manière dont il est constamment en train de se comparer à Hamilton, on sait très bien sentir quand un pilote veut faire un régicide en interne. Il a fait le coup l'année dernière. Cette année, Hamilton est venu avec de meilleures intentions. Que ce soit en qualif comme en course, la comparaison fait extrêmement mal. Et on sent une petite frustration qui monte. Maintenant, l'erreur du pilote, ce serait de se concentrer sur son coéquipier. Pour ce que Russell doit faire, c'est se concentrer sur lui-même, extraire la performance dont on sait qu'il est capable d'extraire, et les résultats reviendront d'eux-mêmes. Je crois en ce pilote, mais je pense que la manière d'aborder les week-ends n'est pas la bonne. C'est clair. Russell, j'espère que tu aborderas les week-ends de façon un peu plus normale et tu laisseras Lewis Hamilton se battre pour les résultats de l'écurie. Parce qu'au final, on a l'impression que Russell ne pense qu'à lui-même et ne pense pas assez au team en fait. Et c'est bien dommage. En tout cas, à bon entendeur, salut. Les amis, on va entamer le plat de résistance. Le plat de résistance, max de tous les superlatifs. Max GOAT, Super Max, enfin, on a entendu tout de Super Max. Est-ce qu'il peut être battu en 2023? Déjà les amis, on va faire un petit récapitulatif de cette course. Le top 10 à l'arrivée. Max premier évidemment, avec 22 secondes d'avance sur Perez, ce qui n'est pas rien quand on sait que Max est parti de la 6e position. Troisième, Charles Leclerc. Hamilton, 4e qui finit à 49 secondes de Max. Alonso 5e. Russell 6e. Chapeau Russell, malgré ses difficultés en course. Norris 7e. 8e Ocon. 9e Stroll et 10e Tsunoda. Et là, vous vous dites, ah ouais, où sont Piastri et Sainz? Bien évidemment, Piastri et Sainz, ils se sont accrochés au premier virage. Fin de la course pour eux. C'est pour ça qu'on a deux intrus en fait dans le top 10. Ocon est un intrus, parce que sinon il y aurait Sainz. Tsunoda est un intrus, parce qu'il y aurait Piastri. Donc en réalité, quelque part, c'est un top 10 circonstanciel lié à la course. Mais les amis, faisons un petit visuel également sur le championnat pilote. Max s'envole, Verstappen s'envole.
314 points, les amis. C'est juste incroyable. Suivi derrière par Perez qui, a priori, a retrouvé certaine confiance en sa voiture, même s'il ne la pousse toujours pas assez à la limite. Il se fait prendre énormément de temps dans le deuxième secteur de Spa, où on n'est pas sur une ligne droite, évidemment, où ça devient un peu plus technique. Verstappen lui donne une fessée. Alonso, 149. Du surplace, les amis. Hamilton remonte sur Alonso. Il n'est plus qu'à 1 point. Évidemment, s'il avait eu une belle qualification en course sprint, non gêné par Russell, il est fort possible qu'Hamilton soit devant Alonso avant cette trêve estivale. Leclerc est derrière. Russell également. Sainz en embuscade. Les amis, ce trio-là, il est à suivre. Leclerc, Russell, Sainz. Ça se bataille. 99, 99, 92. Suivi derrière de Norris qui remonte très fort avec cette McLaren qui a retrouvé une certaine forme. Stroll 47 points, Ocon 35 points. Stroll et Ocon, vous avez la cible derrière votre dos évidemment. Piastri arrive. Piastri le rookie, le meilleur rookie de sa saison, mon rookie de l'année. Il arrive les amis. Sinon le championnat, écurie dit quoi? 503 points pour Red Bull à la trêve estivale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si ces mecs enchaînent les 25 plus 18 chaque week-end, ils arrivent facilement à 900 points à la fin de la saison, les amis. C'est juste incroyable à quel point Red Bull domine cette saison. Mercedes a 247 points, les amis. C'est moins de la moitié. Hein. En fait, de calcul, c'est clair. C'est moins de la moitié. Aston Martin derrière, 196, principalement grâce à Alonso. Ferrari qui est en train d'arriver également en pompe, plus qu'Aston Martin fait du surplace et que Stroll n'est pas aussi régulier qu'Alonso. McLaren, 103 points. Les amis, ça vient en force. Ça vient vraiment en force. On se rappelle qu'il y a peut-être 4 ou 5 Grands Prix qui étaient derrière Alpine. Et aujourd'hui, ils ont pratiquement le double des points d'Alpine. Ça vient vraiment en force, pratiquement. Alpine 57, As 11, Williams 11. Ça se bat, les amis, 11-11. Alfa Romeo 9 et Alfa Tauri pour clôturer. 3. Max peut-il être battu? Qu'est-ce que tu en penses, Franck? Sincèrement, sur la piste, par la performance, non. Mais par l'histoire, oui, peut-être. Parce que, comme on dit, on ne peut pas gagner toutes les courses d'une saison. En tout cas, ça n'a pas encore été fait avec toutes les voitures dominantes que la F1 a connues. Donc, je me dis, historiquement, il y aura une course, sûrement peut-être après son titre. Toujours ce petit relâchement comme avait Mercedes en son temps. Où voilà, tu foires des pit-stops, tu foires un petit truc, on a mal vissé un bouton, DNF. Et c'est comme ça que ça peut venir. Mais sinon, dans cette réglementation précise, c'est impossible. Je parle de la réglementation parce qu'avec l'absence du Dutch hier, le fait de partir dans le trafic aujourd'hui, ça ne change plus rien. Tu nous mets en 2021, Lewis Max avait des voitures complètement au-dessus, mais quand il partait 10e, il ne pouvait plus gagner la course, à part au Brésil, mais ça, c'est un épiphénomène. Mais sinon, on se rappelle même de la W11, voiture extraordinaire. Quand elle était dans le trafic, elle ne pouvait rien faire. Tu ne pouvais pas combattre les lois de la physique et du Dutch hier. Aujourd'hui, Max peut partir de n'importe où. Il pourra gagner parce qu'il a le rythme, parce que c'est un génie du volant, mais aussi parce qu'il y a plus ce Dutch hier qui donnait une opportunité à ceux qui ne gagnaient pas souvent de faire un coup quand un leader se rate en qualif ou bien prendre des pénalités. Donc ma réponse c'est non sur la piste, si à la régulière comme on dit, mais oui je le crois parce que je me dis il y aura un week-end où comme Interlagos en 2022 ça va sous-performer et là une équipe va prendre l'ascendant. Et toi qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, je sais pas. Je suis vraiment assez étonné de la performance de Max cette année. Il semble faire corps avec sa voiture. Sa RB19 et lui ne forment qu'un. En tout cas, Perez et sa RB19, ça forme deux. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Max, pour moi, il ne peut pas être battu. Même au Brésil, excuse-moi, je le croyais, mais la force de ce garçon me fait croire que même au Brésil et même en Mexique, la Red Bull sera supérieure. Il faut vraiment une force de la nature que cela ne se passe pas. Un bris mécanique,
euh, des accidents au pit, donc un pneu qui est mal fixé. Max, non. Franchement, je ne peux pas croire que Max puisse être battu sans une intervention extérieure, sans que la nature décide que Max soit battu. Tant qu'il est dans sa voiture et que tout va bien, les rapports passent bien, il n'y a pas de problème. Max va dérouler. Donc franchement, je ne crois pas. En plus, tu me parles de Max. Tu parles de pit raté, ce n'est pas le genre de la maison. Hein. Ce n'est pas le genre de la maison, ils ont les records de pit. Quand ils font le pire pit, ils te font 2-3. Tu vois, 2-3, 2. Ah, qu'est-ce qu'ils sont mauvais, 2,3. Oh là là. Donc, non, franchement, c'est malheureux. C'est malheureux pour la Formule 1, mais Max ne veut pas être battu. Mais, j'aimerais te lancer sur quelque chose. Max, aujourd'hui, met 8 dixièmes à Pérez dans la même voiture en qualification. Je dis bien 8 dixièmes à Pérez, ce qui est énorme dans la même voiture. Il met 22 secondes à course à Pérez. Est-ce que cette impression de Max de superlatif qui est en train de battre tous les records depuis que sa voiture est dominante n'est pas également liée au fait que Max n'a peut-être pas un second pilote à la hauteur? Évidemment, je l'avais si bien dit dans une vidéo que j'ai sortie récemment, Pérez en perte de vitesse, où j'ai comparé Pérez à Bottas, où j'ai montré que Pérez au final n'est pas aussi bien que Bottas. Il n'a jamais réussi à faire mieux que Bottas sur une saison. Il n'a jamais réussi à contribuer autant que Bottas ne contribuait sur les points d'une saison entière de l'écurie. Pérez est-il trop faible et du coup Max est comme un dieu? On a l'impression que Max peut battre tout le monde dans la même voiture. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, tu fais très bien de parler de cela parce que j'allais faire un clin d'œil à cette vidéo-là que j'invite tout le monde à aller regarder. Et je pense que ça donnerait énormément de réponses. Mais sans spoiler, effectivement, Pérez n'est pas au niveau. Maintenant, je n'ai pas envie de juger un pilote. Comme je dis, on ne punit jamais le manque de talent. Les pilotes, il y a toujours plus fort que toi. Max, c'est de la trempe de Hamilton, de Alonso, de Leclerc quand il est dans ses bons jours et quand Ferrari ne le laisse pas, ne l'abandonne pas. Et donc, c'est impossible. Pérez, s'il a fait toute sa carrière dans le midfield, c'est parce que c'est un pilote de midfield. C'est un pilote de midfield plus bon, mais sans plus. Même ces histoires de roi des streets, etc. Je pense que c'est juste ce qui prend rapidement en main la voiture. Demain, tu remets Bakou. Pour moi, Max, il explose Pérez. Parce que il a maintenant la pleine confiance de la voiture. Il n'y a plus un seul circuit au calendrier où Pérez va se mettre au niveau. C'est mort, sachant qu'il a même perdu la confiance. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de... Pérez n'est pas au niveau, donc ça fait un faire-valoir encore plus grand à Max. Mais il faut pas non plus dire que... On n'est pas en train de dire que Max est un peintre. C'est sûrement top 3 facile de la grille actuelle et en termes de régularité, personne ne le touche cette année, si ce n'est Alonso et Hamilton, qui sont les 3 seuls pilotes avec Max à mettre tous les points à tous les grands prix cette saison. Donc, oui, Pérez n'est pas au niveau. Qualif, course, ce que vous voulez, même ses remontées. On est en train de s'extasier devant un gars qui bat des pilotes du midfield avec la voiture la plus rapide du plateau. Je n'ai jamais compris cette hype sur les remontées de Pérez. Excusez, on va me traiter de pisse-froid, mais pour moi, voir une Formule 1 qui dépasse des Formule 1.5 et qui prend le pilote du jour, c'est juste des fans ou je sais trop qui votent et qui ne comprennent pas qu'il n'y a rien d'impressionnant, malheureusement. C'est malheureux. Moi, je pense que j'aimerais voir un pilote talentueux dans cette voiture. J'aimerais voir un Daniel Ricciardo peut-être. Parce que je me dis, à vaincre sans péril, on finit par triompher sans gloire. Lewis a vaincu face à des grosses têtes. Rosberg, Bottas n'était pas le meilleur, mais c'était un mec, quand Lewis n'était pas là, Bottas gagnait sans problème. Et Lewis ne venait pas le dépasser. Est-ce que ça fait de Lewis un pilote vraiment en dessous? Non. Je pense tout simplement que Bottas, dans une Mercedes, était un vrai pilote. C'était quelqu'un qui donnait du fil à retordre à Lewis. Donc moi, je signerai une pétition pour un Daniel Ricciardo dans une Red Bull. Pour donner un peu de challenge à Max, parce qu'il va s'ennuyer.
Et au final, il va nous dégoûter de la Formule 1. On sera écœuré, c'est les mots que tout le monde utilise. Max nous écœure, dans le bon sens. Hein. C'est très bien ce qu'il fait. On apprécie vraiment la performance, on la reconnaît, on la valorise. C'est un champion. Mais sans personne à côté, eh ben, ses victoires sont un peu fades en fait. Sauf pour les fans de Max, évidemment les amis. Sauf pour les fans de Max. S'il vous plaît, ne venez pas détruire mon chat en commentaire. Sauf pour les fans de Max, les amis, évidemment. Max est un champion. Et c'est pour ça, je pense que Franck également le reconnaît. Les amis, on va attaquer le deuxième sujet. McLaren et son pari perdu. McLaren et sa MCL36 se sont pointés à Silverstone avec un parapluie. Parapluie, parachute, une voiture avec un gros appui à l'arrière et la performance était nulle. Nulle dans le secteur 1 qui est un secteur de vitesse de pointe. Nulle dans le secteur 3 qui est un secteur de vitesse de pointe. Par contre, dans le secteur 2, la voiture était aussi rapide qu'une Red Bull. Aussi rapide qu'une Red Bull. Norris signait des temps incroyables au secteur 2. Mais le package en général n'était pas bon. Ce n'était pas le package qu'il fallait pour ce Grand Prix sur du sec. McLaren s'est perdu. Franck, qu'en penses-tu? Non, ils ont fait un pari total, qui a totalement foiré le jour où il faut marquer des points. Le pari, c'était du génie jusqu'à samedi soir. Donc, pour expliquer rapidement aux gens, McLaren a utilisé un aileron arrière cheap. Allez, Silverstone et encore, j'ai l'impression qu'il était même très chargé pour une piste comme Silverstone. Ils ont vraiment mis un mur à l'arrière, ils perdaient 8 dixièmes en ligne droite. Énorme. Mais par contre, dans le secteur 2, ça allait très vite. Mais comme Montagnier a dit à l'antenne, jusqu'à preuve du contraire, on ne dépasse pas dans le secteur 2 de Spa. Et au premier tour, Norris a perdu des places, mais dans la ligne droite de Kemmel, je crois qu'il entre dans la ligne droite, il est 6e. Il ressort de la ligne droite en 10e position ou un truc du genre. Il reculait totalement en arrière. Donc, c'était bien tenté. En tout cas, ça nous a permis de voir un rookie en plénitude totale, en confiance totale avec sa machine. Piastri a vraiment montré de très belles choses. Vraiment, il a mis Norris à l'amende. Et si ce n'était pas pour un départ un peu ambitieux, peut-être qu'il aurait pris un top 5, top 6. Je pense pas que Russell aurait pu revenir le chercher ou bien il aurait joué avec lui et Alonso, ce qui aurait pu même nous offrir une très belle bataille. Mais ouais, pari perdu, mais au moins ils l'ont tenté. Et voilà, s'il pleuvait, on aurait dit McLaren Genie. Et clairement, c'est comme ça qu'on passe de génie à héros. C'est comme ça qu'on passe de héros à zéro, en prenant des risques. Parfois ça paye, parfois ça ne paye pas. En tout cas, c'est pas un trompe-l'œil. La McLaren quand même reste une voiture hyper performante. Ce n'est qu'un défaut de package à Spa. Et je suis convaincu qu'elle donnera du fil à retordre à Mercedes et à Ferrari dans les prochains mois. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, je le crois. Et je pense que, personnellement, si je fais mon avis, je ne sais même pas pourquoi ils ont fait ce pari. Pour moi, ils auraient emmené un package de Spa. Ils auraient été totalement compétitifs. Je crois qu'ils se sont dit, allez, il y a peut-être mieux à chercher qu'une énième deuxième place. Et là, ils ont tenté le gros pari. Mais on a vu dans les circuits à efficacité aéro comme Silverstone, ils sont là. À Budapest, c'est un circuit où totalement différent. Ils sont là aussi. Il n'y avait aucune raison, sauf s'ils n'ont pas encore développé l'aileron arrière à très faible appui. Peut-être qu'ils vont le sortir uniquement pour Monza. Ça peut être un élément de réponse. Mais en tout cas, j'ai même pas compris pourquoi faire ce pari. Pour moi, la voiture, elle aurait donné. Les pilotes, ils auront su en tirer à quintessence. Donc, bref, aujourd'hui, je sais plus quoi dire, hein, on va voir. Mais pour moi, c'est quand même une grosse occasion de rater. Ça leur a permis de faire un gros coup d'éclat en qualif. On sait que c'est une écurie aussi qui vit pour les coups d'éclat en recherche de sponsors. Et bon, peut-être que marketing, ça a payé. Mais par contre, d'un point de vue sportif pur, une 7e place de Norris à la fin de course, c'est un peu petit pour les ambitions actuelles de cette écurie. Tout à fait. Les ambitions du top team. C'est clair. Clairement. Finissons ce plat gourmand avec le dernier point. Le retour du sourire chez Ferrari, les amis. Charles Leclerc donne du sourire à Fred Vasseur. C'est juste incroyable.
Franck, je ne vais même pas développer. J'aimerais que tu nous fasses un petit développement sur ça. Bon, en fait, après, Ferrari sont vraiment bizarres, hein, parce que tu dis retour du sourire, mais derrière, tu vois la course de Sainz. En fait, c'est quand que Ferrari va pouvoir faire jouir avec les deux garages. Il y a toujours un qui merde. Mais en tout cas, c'est un podium, c'est un nouveau podium de prix. Je crois que c'est le premier depuis l'Autriche, non? Je crois que c'est le premier depuis l'Autriche où Leclerc fait deuxième. Parce que Silverstone, ils y sont pas. Ouais, et Budapest, ils sont très très loin. Donc oui, surtout justement après Budapest, où ils ne montrent rien de bon. Avoir ce podium, ça fait extrêmement plaisir. Mais on l'avait collé un peu ensemble lors du dernier podcast en disant Spa, moteur, attention, moteur Ferrari va faire mal. Et ça s'est confirmé, ils étaient présents. Leclerc a très très bien fait le travail solide en qualif avec cette pole. Pour ceux qui ne le savent pas, statistiquement, la pole est allée à Charles Leclerc, c'est sa 20e pole en carrière, la 9e de suite non convertie en victoire, la plus longue série de l'histoire de la F1. Encore un record. Je pense que c'est un meilleur record que le nombre de grands prix sans podium d'Hülkenberg. Mais oui, c'est pas un record d'un pilote de la trempe de Charles Leclerc. Hülkenberg est fini 18e, hein, pour rappeler. Ah là là. Mais oui, très très content pour Ferrari. Ça fait toujours du bien de voir les rouges devant. Ça fait toujours un peu de bien de revoir Leclerc sourire, dire qu'il a confiance en l'équipe. Comme ça, ce sera encore plus drôle de le voir pleurer à Zandvoort. Oh là là, faut pas dire ça. Mais en fait, moi je suis content. Je suis content pour Ferrari parce que j'ai besoin de challenge à l'avant. Il faut du challenge pour Mercedes. Il ne faudrait pas juste que Mercedes se batte avec McLaren. Pour que cette compétition ait encore du goût, qu'on ait encore envie de la regarder, il faut que ça se bataille derrière. Si on n'a plus envie de voir Max rouler devant, parce que les caméras ne sont même plus sur Max, ça se passe derrière, il faut qu'on se raccroche à des petits combats. Des combats McLaren, Mercedes et Ferrari, les amis. 6 pilotes à la bataille, c'est ce qu'on veut. Des batailles stratégiques, des batailles sur la piste. Bref, on a envie de bagarre derrière. Et donc, Ferrari qui revient à la bataille, c'est tant mieux. Si Aston Martin peut relever son niveau et revenir également, c'est du plus. Les amis, on n'en demande que ça. On est gourmands ici, n'oubliez jamais. Donc voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Franck, avant. Je vais rebondir sur ce que tu dis justement par rapport aux batailles Aston Martin. Alonso a encore ressorti la phrase. Il a dit que ce sera le dernier GP sans podium. Parce que Aston va ramener de très très grosses évolutions. La dernière grosse évolution de la saison à Zandvoort. Mercedes va aussi emmener, selon Amus, une évolution pour compléter les nouveaux pontons qu'ils ont introduits. Et je serais étonné que Ferrari ne nous prépare pas aussi quelque chose. Donc en tout cas, à Zandvoort, Monza, on aura à peu près la hiérarchie établie et on espère que ça va rester serré entre les trois pour qu'on continue à avoir cette bataille jusqu'à Abu Dhabi. Parce qu'il n'y a que ça à regarder. C'est clair. Donc quelque part au final, ils ne vont pas se tourner aussi vite vers 2024. Parce que celui qui se tourne aussi rapidement vers 2024 va perdre la face de la deuxième moitié de saison en fait. Il y a ça, il y a que finalement rien ne change pour 2024. Tu peux te tourner très vite en 2024 en te disant ok j'abandonne. Mais en fait 2023 c'est toujours une opportunité de continuer à faire évoluer ta voiture pour être sûr que ce que tu prépares pour 2024 est cohérent. On se rappelle de Binotto qui a très vite arrêté le développement de Ferrari en 2022. On sort la voiture en 2023, personne n'y comprend rien. On dit elle a du potentiel, mais elle bouffe les pneus, elle n'a pas d'équilibre, tout le monde se plaint. Donc, c'est un peu ça le piège. Il n'y a que Red Bull, en fait, qui peut se tourner très vite en 2024, parce que eux, ça fait 2 ans qu'ils mettent un package, le package, il fonctionne directement, ils savent là où ils vont. Les autres, c'est quand même beaucoup plus compliqué, j'ai l'impression. Il n'y a personne là qui peut dire, ok, j'abandonne, je sais déjà ce que je vais faire, et allons-y vers 2024. Ça me paraît très très ambitieux. C'est parce que toi tu penses. Moi je pense que McLaren peut se tourner vers 2024. Il semble avoir la direction en fait. Une direction typée Red Bull, une direction axée Red Bull. Il semble avoir une ligne en fait, une ligne directrice bien ficelée. Déjà ils ont fait une voiture B
est tout de suite étincelante. Donc moi j'ai l'impression que c'est le genre d'écurie qui sait ce qu'ils veulent et qui savent comment l'avoir en fait. Et que 2024, ils peuvent se tourner. Mercedes, pour moi, non. Clairement, non. Je veux plus qu'ils se tournent vers 2024. Qu'ils nous fassent toujours des petits développements incrémentaux là, des innovations incrémentales, et puis peut-être ils arriveront quelque part. Parce que repartir encore sur une feuille blanche, on n'est pas sûr que le martionnage ne va pas bien nous retrouver devant. Donc clairement, Mercedes, je dis non. Ils ont tout intérêt à énormément comprendre le paquet qu'ils sont en train de mettre en place, sinon ce serait une perte totale, pour justement capitaliser sur 2024. Donc je pense que les développements qui vont être mis en place par Zandvoort vont être vraiment décisifs pour la direction 2024. Donc McLaren, lui, il peut se développer, il peut changer complètement le cap et dire on va en 2024. Ferrari, non. Mercedes, non. Qui d'autre encore? Aston, je sais pas. Je sais pas. Compliqué, Alpine, hein? Compliqué, Aston. Alpine, je sais même pas là où ils vont. Déjà qu'ils règlent leurs problèmes internes. En Bah, tout cas, déjà, c'est un plat très très copieux. Ouais. bah écoutez, les amis, merci de nous avoir suivis. On passe tout de suite au dessert. Le dessert le plus gourmand de l'histoire, les amis. On a une surprise pour vous. La surprise s'appelle Albon. La pluie a-t-elle piégé les ambitions de Williams? Les amis, on le disait dans le podcast précédent, Williams à Spa, ça va aller vite. Ça va aller très vite. Une voiture qui a une si faible traînée est capable d'aller hyper vite en ligne droite. Qu'elle crée toujours ce qu'on appelait le train thaïlandais, les amis, le train thaïlandais, le train mené par le capitaine Albon. Cette fois-ci, il n'y a pas eu vraiment de train. En fait, la pluie a douché tous les espoirs de Williams de mettre de gros points. Franck, qu'est-ce que tu en as pensé? Non, je te rappelle sur WhatsApp, j'ai fait directement un message en te disant cette pluie, elle a complètement niqué mon prono parce que Albon, c'était ma bonne surprise. Et dès que j'ai vu la pluie, j'ai compris que ça allait pas le faire. Et pourtant, en course, bah, regarde le temps que Gasly fait derrière Albon. Tous les pilotes ont galéré derrière Albon. Mais le seul problème, c'est qu'il est parti 15e ou 16e parce qu'il passe même pas il passe pas la cure. Donc oui, s'est totalement tombé dans l'eau. La course qu'il a fait à Spa, ça devait être la course, c'était la course à faire, mais plutôt avec un démarrage 8e ou 9e. Bon, on attend Monza. Zandvoort, je les vois pas beaucoup exister. Et Monza sera la deuxième occasion pour mettre le gros point. C'est malheureux. C'est malheureux pour Williams qui avait un gros coup à jouer. Mais quelque part, il y a un qui a trouvé l'astuce en fait. Il s'appelle Gasly. Gasly a longtemps roulé derrière Albon et il a amené son dépassement. Il a construit au fil des tours et il a réussi à le faire. Un très 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 beau dépassement. Donc chapeau Gasly pour ce dépassement. Les amis, le temps nous tient vraiment à la gorge. Pour finir, il faut quand même qu'on fasse le point sur les pronostics de Finger Pilot et Franck sur le Grand Prix de Spa. Les amis, le week-end passé, évidemment, non, la semaine dernière, pour ainsi dire, on a fait des pronos sur la pole, le podium, la surprise et la déception au Grand Prix de Spa. La Formula One Show ne nous a pas toujours donné raison. Et pour le coup, pour la pole, moi qui pensais que Max allait avoir la pole, c'était évidemment sans compter sur la pénalité. Donc j'ai eu raison, mais je me suis trompé. Donc du coup, c'est Franck qui prend le point. Et tu as eu tort. Arrête d'embrouiller les gens. Mais comment voudrais-tu que je sache avant le Grand Prix, avant le jeudi, que Max allait changer sa boîte de vitesse? Moi, j'ai mes insights chez Red Bull. J'avais l'information. J'espère que tu auras l'information pour toutes les prochaines pour alors et toutes les prochaines pannes chez Red Bull. Normalement, il ne doit plus prendre de pénalités. Donc moi, toutes mes prochaines pannes, c'est Max. Hein. Vous avez noté, Max ne prend plus de pénalités jusqu'à la fin de la saison. Les insights de Monsieur Franck. Ok, c'est noté. C'est noté. Podium, les amis, podium. J'avais pris Max, Perez, Norris. Rappelez-vous, j'ai dit, on jette les dés, on sait ce qui sort, on prend pas de risque. C'était sans compter le parachute que nous a sorti McLaren, donc totalement raté. Franck également avait misé gros sur Norris. Mais non, ça n'a pas marché. Max, Norris, Charles, non. Au final, on l'a vu le podium, hein, Max, Perez, Charles. Au moins, je crois qu'on a au moins 2 des pilotes sur
sur le podium. Ouais, Moi, j'ai Max et Perez, tu as Max et Charles. ouais. C'est un 2 sur 3 pour tous les deux. Le plus dur, c'est la surprise quand même. Hein. La surprise avait prévu Daniel Ricciardo en top 11. Daniel Ricciardo, il m'a fait 16e. Donc, je me suis totalement gouré. De top 11 à 16, franchement, Daniel, tu m'as déçu. Honnêtement, tu m'as déçu. Je devrais dû te mettre en déception, en fait. Je crois que c'est ça que j'aurais dû faire. Moi, j'avais eu Albon 8e ou 9e, mais malheureusement, mes indicateurs m'ont pas parlé de la pluie. Ils m'ont parlé de la pénalité de Max, mais ils m'ont pas parlé de la météo, malheureusement. Et pourtant, la météo, c'était l'information qu'on avait lorsqu'on tournait la vidéo. Je crois que les slides, c'est un peu choisi. Hein. En tout cas, Ok. je crois qu'on est au moins sûr que la surprise, c'est Piastri pour cette course. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il y a aucun débat. Il y a aucun débat. Surprise, c'est un peu dur étant donné le talent du pilote, mais là, il nous a énervé. On a vu ce que Alpine a vu en lui, mais qui n'a pas su sécuriser le contrat. Mais oui, clairement, il est bon. Et pour la déception, bah, Bottas hors du top 14, je pense que ça passe pas. Non, ça passe Il a pas. fait Je combien? confirme. Je Bottas, crois qu'il fait une très bonne 12e. course. Il fait 12e. Ouais, il Il fait fait 12e, 12e. il fait malheureusement une bonne malheureusement une bonne course, Bottas. Mais tant mieux pour lui. Ça fait 12e. Bah, tant mieux. Et moi, j'ai eu Alonso qui a décidé qu'il se rappelle comment on conduit son Aston Martin en nous faisant une 6e place. Une 5e place? Qu'est-ce qu'il raconte? 5e, Ouais, il fait un c'est top 5e 5. place pour Alonso. Et Stroll est dans les Stroll points. met aussi les points. Non, c'est une très très bonne course pour Aston Martin. La meilleure course depuis le Canada. Ouais, exactement. Ouais. Donc, on s'est totalement gouré. Et la grosse déception, bah, évidemment, ça va être Russell. Russell, nulle part en qualif. Russell, on ne sait pas quoi dire. Il gâche le week-end de son équipier. Enfin, il a fait du Russell. Donc, pour nous, c'est le bonnet d'âne. Russell, c'est notre bonnet d'âne de ce Grand Prix de Spa. Donc, voilà. On ne manquera sûrement pas de faire des prédictions pour le Grand Prix de Zandvoort, évidemment, mais dans une autre vidéo. En attendant, les amis, la prochaine vidéo que je vais vous offrir, c'est le bilan de cette moitié de saison. Où est-ce que nous en sommes? Qui va gagner la saison? Et également, on va reprendre, les amis, ce qu'on avait fait au tout début de la saison. Où est-ce que j'en suis avec mes meilleurs rookies de l'année et tous mes pronostics que j'avais visés pour la fin de saison. On va faire un point d'arrêt et revoir tout cela ensemble. Franck, est-ce que tu as autre chose à rajouter pour ce débrief du Grand Non, Prix? pas grand Il nous chose a pris à pas mal de temps rajouter. finalement. Oui, pas grand chose à rajouter. C'était très intéressant. On va prendre un repos bien mérité, digérer le 12 sur 12 de Red Bull alors qu'on avait teasé en début de saison, une des saisons les plus serrées de l'histoire. Et voilà. Et on se retrouve pour le bilan. Un bon bilan comme il faut, à la sauce Max Verstappen. Évidemment, c'est le bilan de Max, les amis, le Verstappen Show. Les amis, je vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Portez-vous bien, profitez des vacances. Nous également, on va profiter des vacances. Petite chemise en lin à la plage, les amis, ça va se coucher. Alors les amis, profitez également de vos vacances et on se retrouve à très bientôt. C'était Finger Pilot et son acolyte, le supporter de Mercedes. Toujours dur, mais toujours objectif. Merci Franck. Profite également de tes vacances. À très bientôt. Ciao. Ciao.